Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Studio Lacan que nous animerons, Éric et moi. Bonjour Éric. Bonjour Angèle. Eh bien écoutez, au programme aujourd'hui, un divan dans le monde. Nous y accueillerons maître Annabelle Marie, avocate, avec qui nous allons échanger sur la question du droit à l'épreuve de la parole de l'enfant. Pour l'écho de la culture, Aurélie Fofadel a vu le film dont tout le monde parle, Don't Look Up, déni cosmique, film d'Adam McKay. Et puis enfin, dans Actualité de la psychanalyse, Gert Hornert nous donnera un écho de la Belgique sur la question de l'accès à l'euthanasie pour souffrance psychique. Mais tout de suite, place au divan dans le monde avec Annabelle Marie. Alors nous recevons aujourd'hui maître Annabelle Marie, avocate au barreau de Grasse. Bonjour, nous sommes très heureux de vous accueillir. Bonjour et merci. Alors vous exercez depuis un peu plus de 20 ans dans le domaine du droit pénal, du droit des mineurs, du droit de la famille et de la réparation du préjudice corporel. Et c'est en qualité d'avocat de l'enfant que nous vous avons convié aujourd'hui sur notre plateau pour évoquer la parole de l'enfant. Et donc la question qui nous orientera tout au long de cet échange est celui du statut de la parole de l'enfant à notre époque, et précisément avec vous dans le monde de la justice. La première question que je vous poserai, Annabelle Marie, c'est qu'est-ce qu'être avocate d'enfant ? Et peut-être pourrez-vous nous faire un historique des droits de l'enfant ? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Alors c'est vrai que être avocat de l'enfant, c'est une très jolie mission pour un avocat. Si on prend étymologiquement les termes, avocat de l'enfant, c'est celui qui parle pour celui qui ne parle pas. Et l'avocat de l'enfant, c'est celui, dans les faits, qui va accompagner les enfants de 0 à 18 ans, qui va le conseiller et puis le défendre dans un certain nombre de domaines que sont le droit pénal, le droit civil aussi, tout ce qui concerne les filiations, les situations d'enfants en danger, les mineurs étrangers, tout ce qui concerne aussi les enfants victimes. Donc l'avocat d'enfant va intervenir dans tous ces domaines. Alors c'est quelque chose qui est assez récent en fait, ce statut d'avocat d'enfant, parce que si on fait un petit historique des droits de l'enfant, il faut se dire que l'enfant n'était pas vraiment considéré comme un sujet de droit avant le milieu du 19e siècle, où là, on va commencer à s'intéresser aux enfants sur le plan du travail dans un premier temps, puisqu'en 1841, on va se dire que les enfants ont besoin d'une protection un petit peu particulière. Puis ensuite, on va s'intéresser à l'éducation en 1881. Et puis, les choses vont s'accélérer lorsque nous allons entrer dans le 19e siècle, dans le 20e siècle, excusez-moi, en l'occurrence après la Première Guerre mondiale, parce qu'on se rend compte que les femmes et les enfants sont l'avenir de la nation et qu'ils ont besoin d'une protection particulière. C'est la question de la veuve et de l'orphelin. Un petit peu, oui. Effectivement. Et les choses vont s'accélérer parce que sur le plan interne et sur le plan international, surtout, les choses vont bouger. En 1929, le comité de protection de l'enfance est constitué et créé par les Nations Unies. Et puis ensuite, il va y avoir des textes fondateurs. Une première fois en 1924, la Déclaration de Genève, qui va poser 5 principes directeurs dans la protection de l'enfance, qui vont accorder finalement des droits spécifiques aux enfants. Et puis ensuite, on va avoir une déclaration que vous connaissez tous, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui va reconnaître aux enfants la nécessité de leur apporter une aide, une protection spéciale.
Et puis, grand moment dans l'histoire des droits de l'enfant, c'est 1959, première déclaration des droits de l'enfant. Et pour les 20 ans de cette déclaration des droits de l'enfant, eh bien, les pays du monde vont se mettre d'accord, à l'initiative de la Pologne, sur la nécessité d'écrire une convention internationale qui obligerait les États à respecter ces droits de l'enfant. Tout le monde va se mettre au travail et le 20 novembre 1989 va être adoptée à l'unanimité de l'Assemblée générale des Nations Unies la Convention internationale des droits de l'enfant. Est-ce que c'est là qu'au fond, il y a la fonction d'avocat pour enfants qui arrive ou... Pas à ce stade, en fait. À ce stade, on commence à vraiment reconnaître l'enfant et à se dire qu'il doit être... C'est d'ailleurs l'article 12 de cette Convention internationale des droits de l'enfant qui dit aux États que les enfants, dans toutes les procédures qui les concernent, peuvent être entendus. Voilà. Et s'ils peuvent être entendus, alors il faut leur permettre de parler et d'être accompagnés dans ce chemin. Alors, il faut savoir qu'en France, on a ratifié cette Convention internationale des droits de l'enfant en 90. Les pays du monde l'ont toutes quasiment ratifiée, à l'exception des États-Unis à ce jour, qui est la seule puissance, le seul pays au monde qui n'a pas ratifié cette convention, puisqu'il refuse d'abolir la peine de mort pour les enfants. C'est le seul pays. Ils l'ont adoptée, mais ils ne l'ont toujours pas ratifiée. Chez nous, à partir de ces années-là, des années 90, chez les avocats, eh bien, on va s'apercevoir qu'il y a besoin d'une compétence particulière. Il y avait déjà des textes pour notamment les mineurs délinquants, mais on s'aperçoit que maintenant, comme l'enfant peut être entendu dans toutes les procédures qu'il concerne, il va falloir s'intéresser aux autres matières et adopter finalement des règles, des modes de fonctionnement particuliers. Et les avocats d'enfants vont commencer à se réunir en 2000 à Bordeaux, aux premières assises nationales des avocats d'enfants. C'est pas si vieux que ça, finalement. C'est pas si vieux, 2000, c'est vraiment... C'est il y a 21 ans, tout pile. Et donc, effectivement, à partir de ce moment-là, ils vont se regrouper, on va se regrouper, et chaque année, les avocats d'enfants se réunissent dans une ville en France. On a été accueillis aussi en Belgique, puisque nos confrères belges sont très intéressés à ces questions-là. Et on échange au moins une fois par an sur nos pratiques, et puis on porte parfois des demandes particulières, comme par exemple la demande qu'on a faite auprès de nos instances nationales, le Conseil national des barreaux, qui a porté cette demande auprès du garde des Sceaux. Et enfin, le 1er octobre 2021, a été créé le certificat de spécialisation en droit de l'enfant. C'est paru au journal officiel du 8 octobre 2021 et les premières épreuves, en tout cas les premiers entretiens pour vérifier les compétences, la spécificité de ces avocats seront menés le 17 mars 2022. Donc vous dire que tout ça est très très jeune. Ce qui me frappe au fond, c'est que ça a commencé avec cette idée que l'enfant devait être entendu, ce qui implique en effet qu'il est appelé à parler, à dire son point de vue, j'imagine, dans un certain nombre de procédures. Disons que là commence sans doute la tâche difficile de s'y retrouver avec la question de la parole, puisque c'est notre thème de cette chronique. C'est ça. Alors, il y a des cas où effectivement les enfants doivent être entendus, d'autres cas où ils peuvent l'être, et puis dans très très peu d'hypothèses, des cas où on n'entend jamais les enfants. Par exemple, sur la cause du divorce de leurs parents, jamais on ne va entendre les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire sur la cause du divorce, et puis peut-être il faut les préserver du conflit qui peut opposer leurs parents. En revanche, il y a des cas où l'enfant va être entendu, doit être entendu. L'enfant victime, on ne peut pas faire sans. On ne peut pas faire sans l'entendre. L'enfant auteur aussi, puisqu'il va être jugé pour les faits qu'on lui reproche. On va aussi entendre l'enfant nécessairement dans une procédure, par exemple, d'émancipation. Des parents qui demandent l'émancipation de leur enfant à partir de ses 16 ans. Le juge des tutelles va devoir entendre l'enfant, va devoir recueillir son avis, l'entendre, l'écouter. Dans les procédures aussi d'adoption. On le sait, à partir de 13 ans, les enfants doivent donner leur avis. Les changements de nom aussi, c'est Alors important. Peut-être vous pourriez nous dire comment recueille-t-on la parole de l'enfant ? Oui, alors c'est très différent selon le cadre où on se trouve. Peut-être ce qui vous intéressera peut-être le plus, c'est le cadre du recueil de la parole en matière pénale, et notamment le recueil de la parole de l'enfant victime. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Il a fallu que tous les professionnels se forment à cela,
parce que c'est pas simple d'interroger un enfant, parce que l'enfant ne parle pas comme nous. Donc tous les professionnels qui se sont engagés dans les droits de l'enfant, eh bien, ont appris à se former. Alors j'allais dire un petit peu sur le tas, et puis avec des techniques qui ont été mises en place. Donc par exemple, pour ce qui concerne l'enfant victime, on va recueillir son témoignage dans des conditions très particulières. Alors on va utiliser, dans certains commissariats et polices, ont été mises en place des salles Mélanie, qui sont des salles dédiées au recueil de la parole de l'enfant, où on va aménager avec des couleurs, avec des jouets, avec la possibilité de dessiner, d'utiliser des poupons pour mimer, par exemple, les faits dont ils ont été victimes. Et puis, on va s'adjoindre très souvent, enfin, les policiers ou les gendarmes vont s'adjoindre les services d'un psychologue qui va assister ou ensuite faire un compte-rendu, finalement, de l'audition qui a eu lieu. Et cette audition, elle va se faire selon un certain schéma. Parce qu'on ne peut pas de but en blanc interroger un enfant sur ce qu'il dit avoir vécu, parce que le risque, eh bien, c'est qu'il se ferme, qu'il ne réponde absolument pas aux questions qui lui sont posées. Donc, on va déjà, dans un premier temps, essayer de me mettre l'enfant en confiance. C'est aussi ce que je fais dans ma pratique, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Mais l'idée, c'est déjà de lui poser des petites questions sur son environnement, sur ce qu'il fait, sur sa famille, etc. Et puis après, en venir aux faits, mais avec une certaine méthode. C'est ce qu'on appelle le protocole Nietzsche, qui est utilisé depuis très longtemps ailleurs que chez nous, et qu'on commence à utiliser parce qu'on a compris que, par exemple, poser des questions fermées aux enfants, on risque de ne pas avoir de réponse. Répéter toujours la même question, à un moment, l'enfant peut se dire mais si j'ai répondu oui à cette question et qu'il me la repose, c'est que je me suis trompée. Peut-être qu'il faut que je dise non. Donc, on se retrouve avec des déclarations qui fluctuent. On n'a pas une certitude sur la déclaration. Donc, il y a tout un process, une façon de poser des questions. Et puis aussi, le fait de ne pas prendre, comme pour les adultes, par exemple, les auditions en direct. Si nous allons au commissariat pour déposer plainte pour des faits dont nous avons été victimes, vous allez être reçu dans un bureau, et puis le policier ou le gendarme va prendre votre déposition, c'est-à-dire va taper votre déposition. Désormais, pour les enfants, on ne fait plus tellement ça, parce que ça l'entrave dans la fluidité de son discours. À ce moment-là de notre entretien, là, m'apparaît quelque chose une question très précise que je vais vous poser, parce que finalement, je m'aperçois qu'on entend les enfants, donc on leur donne la parole, mais j'ai l'impression que ce n'est pas que ce n'est pas équivalent à une parole d'adulte. Tout à fait. Ça me frappe. Ah oui, mais mais il y a un traitement très particulier. Il y a un traitement, voilà, c'est ça. Et ça me semble intéressant. Je ne dis pas qu'il faut traiter la parole des enfants comme celle des adultes, parce que sans doute ça recèle, une sorte de prudence. C'est ça. Et une sorte de protection, curieusement, de l'enfant. On lui donne la parole, mais il y a une manière de faire qui montre que on ne l'assigne pas, on ne le colle pas à sa parole. Comment non, vous pouvez... et en même temps, on la fige aussi, parce que vous savez que maintenant, enfin, si vous ne le savez pas, je vous l'explique. Maintenant, les auditions d'enfants sont systématiquement filmées, parce qu'on sait aussi que au-delà de la parole, et vous le savez encore plus que nous, au-delà de la parole, il y a des gestes parfois, il y a des signaux qui en disent parfois plus que des mots. Donc aujourd'hui, on filme les enfants. Alors c'est un petit peu problématique parce que, en tout cas pour moi, parce que souvent les policiers, les gendarmes expliquent aux enfants que s'ils sont filmés lors de leur audition, c'est pour que justement ils n'aient plus à répéter ce qu'ils leur livrent. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et ce qui n'est pas vrai, parce que en fait, moi après, je vais leur expliquer que je vais les accompagner très certainement devant le juge pour être entendus à nouveau. Ils vont parfois même assister au procès. Peut-être il y aura des confrontations avant ce procès. Donc ça peut être très difficile pour l'enfant parce qu'on l'a conditionné dans ce sens en lui disant tu peux me parler librement parce que après t'auras plus à le faire. Et c'est pas toujours vrai, quoi. C'est pas toujours vrai. Mais d'un autre côté, c'est aussi très intéressant d'avoir cet outil-là parce qu'on peut éventuellement revisionner l'audition de l'enfant. Et c'est ce protocole mis en place pour recueillir sa parole, il est important aussi parce que vous savez quand vous travaillez avec les enfants que leur attention elle est assez fugace. Ils vont pas pouvoir rester concentrés 1 heure, 2 heures ou
3 heures. Donc il faut être pertinent, il faut lui permettre de parler tout en essayant de recueillir un maximum d'éléments, parce qu'on est dans un système de la preuve, vous le savez, et donc il faut essayer d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir vérifier. Très bien. Alors, j'interromps là notre échange et à présent, place à l'écho de la culture. Bonjour Aurélie Pfaufadel, vous êtes psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne, et vous avez choisi de nous parler du film Don't Look Up, Déni cosmique, écrit et réalisé par Adam McKay, sorti en décembre dernier sur Netflix et qui a remporté un succès considérable. À vous Aurélie. Bonjour. Oui, en effet, j'ai voulu parler de ce film pour 2 raisons. D'abord parce que je l'ai trouvé extrêmement drôle, et ensuite parce que j'ai trouvé qu'il saisissait très bien certains traits du malaise actuel dans la civilisation, notamment autour de la question de la post-vérité. Alors le scénario est très simple. 2 chercheurs en astronomie qui sont joués par Leonardo DiCaprio et puis Jennifer Lawrence acquièrent la certitude mathématique qu'une comète de la taille de l'Everest se dirige droit sur la Terre et menace de la détruire complètement sous 6 mois. Alors, ils sont envoyés sur le champ à la Maison-Blanche, où ils rencontrent la présidente des États-Unis, qui est une sorte de Donald Trump au féminin, qui est jouée de manière hilarante par Meryl Streep. Et elle commence par trouver que l'apocalypse, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour les élections de mi-mandat. Elle décide donc d'occulter cette information jusqu'au moment où ça deviendra, disons, pertinent, opportun électoralement. Alors, à ce moment-là, la tentative de riposte américaine se trouve enrayée par le lobbying d'un milliardaire allumé qui se trouve à la tête d'une entreprise technologique donc nommée Bash, et cette entreprise qui a inventé un biotéléphone qui promet la vie sans le stress de la vie. Et donc, ce milliardaire prétend vouloir intercepter la comète pour en extraire tous les métaux précieux, des milliards de dollars, et enrayer, mettre fin à la misère dans le monde. Alors, dans le fond, c'est une métaphore, c'est la négation du réchauffement climatique au profit de l'exploitation capitaliste. Alors, c'est pas un peu convenu ? Alors, à mon sens, l'intérêt de ce film réside dans le traitement qui est fait de la notion de déni. D'ailleurs, le sous-titre, c'est « Déni cosmique » et des différentes formes de n'en rien vouloir savoir dont se préoccupe bien sûr la psychanalyse. Alors, on peut faire diverses lectures de ce qui crève les yeux, mais que personne ne veut voir. Et d'ailleurs, le réalisateur raconte qu'il a dû réécrire son film pour le rendre encore plus fou au moment de la pandémie, où il a vu Donald Trump à la télévision qui conseillait aux gens de boire de l'eau de Javel. Alors, le film s'attaque aussi aux médias qui font de l'infospectacle de divertissement, et n'hésite pas à mettre sur le même plan la réconciliation entre 2 stars du showbiz et l'apocalypse, la catastrophe apocalyptique. Alors la chercheuse Kate Dibiasky, à laquelle on prodigue quelques bons conseils de média training pour annoncer la mauvaise nouvelle, donc on lui dit soyez fun surtout, soyez légère. Elle finit par exploser de fureur face à la paire de présentateurs désinvoltes et ricanants. Et elle est prise pour une dingue, elle est tournée en dérision sur les réseaux sociaux au point de devenir un mème qui répète en boucle « On va tous crever, on va tous crever ». Donc cette fable délirante et foutraque nous embarque dans un tourbillon d'images, de chiffres, de captures d'écran, de références qui mime dans sa forme même, dans son montage, le régime contemporain des images, le flux des signifiants, où tout est rendu homogène, aussi bien le futile que le grave. On saisit donc l'impuissance du camp scientifique à se faire entendre au sein de cette dispersion survoltée des signes où les vérités scientifiques ou complotistes deviennent toutes relatives et finissent par se neutraliser mutuellement dans leur multiplicité. Alors l'Amérique, là, se divise en 2 camps.
et se déchire entre les convaincus de la fin imminente, le mouvement des Just Look Up, regardez le ciel, d'un côté, et puis le camp des cométosceptiques mené par donc la présidente des États-Unis et son contre-slogan Don't Look Up, faisant ainsi de l'astéroïde qui est réellement menaçant une fake news, une affaire, disons, de croyance et d'opinion. L'ère de la post-vérité est donc celle d'une collusion généralisée entre l'imaginaire et le symbolique, qui dissout tout ancrage des discours dans une référence à la réalité. Mais au fond, Aurélie, ne tombe-t-on pas dans le film à message ou alors dans un moralisme pro-scientifique un peu facile ? Alors, l'absence de tout happy end en fait plutôt un film du type Black Mirror, c'est-à-dire qui laisse voir comment les pulsions partielles aimantées par les objets gadgets, les objets plus de jouir, sont en elles-mêmes des pulsions de mort. Et les vérités alternatives y apparaissent comme étant sœurs de jouissance, pour reprendre l'expression de Lacan dans le séminaire 17. C'est-à-dire que sous le sens joui, qui forclôt le réel, c'est la jouissance de chacun qui est aux manettes. Lorsque la comète finit par frapper la Terre, donc, et met le feu à tout comme le réel, selon l'expression de Lacan, eh bien, un grand nombre d'objets en toc se mettent à flotter en l'air, dont le taureau de Wall Street. Et il me semble qu'on a avec ce film une parfaite illustration de ce que Lacan avait nommé l'alétosphère. Donc j'ai beaucoup aimé le mauvais esprit et le rire sardonique de cette parabole foutraque. Merci beaucoup Aurélie. Alors maintenant, retour à notre discussion avec Maître Annabelle Marie. Oui, il y a quelque chose qu'on a commencé un petit peu à aborder avant la chronique d'Aurélie Fofadel, c'est que je pourrais reprendre dans une question, c'est au fond, la parole de l'enfant est-elle toujours à prendre au pied de la lettre ? Alors, spontanément, j'aurais envie de vous dire oui, bien sûr, en ma qualité d'avocat d'enfant, vous vous en doutez. Mais en réalité, non, pas toujours. Évidemment que non, parce que la parole de l'enfant, elle peut évoluer, parce que la parole de l'enfant, elle est parfois déjà difficile à recueillir, comme je vous l'ai expliqué. Un enfant peut se murer dans le silence. Il peut avoir des discours évolutifs. Il peut aussi manquer de précision dans son discours. Or, lorsqu'on est dans une procédure pénale, par exemple, il faut pouvoir vérifier un dire. Et si l'enfant, par exemple, a été victime de plusieurs actes de maltraitance, par exemple, ou de plusieurs agressions sexuelles, il lui est difficile de dater les choses, de pouvoir les situer, même parfois dans les lieux où ça a pu avoir lieu. Ça peut être difficile. Ce qui peut être aussi difficile, c'est l'influence extérieure. Est-ce que l'enfant... on l'entend parfois dans les procédures qui opposent des parents qui se déchirent au sujet de la garde des enfants. Vous avez peut-être entendu parler de ce syndrome de l'aliénation parentale. Certains brandissent cet argument pour dire en fait je suis accusé d'avoir abusé ou maltraité mon enfant tout simplement parce que mon ex-conjoint ou conjointe veut se venger de moi et donc manipule notre enfant au point que notre enfant fait alliance avec lui ou avec elle pour m'exclure de sa vie au point peut-être de m'accuser, enfin pas peut-être dans ces conditions-là, souvent c'est l'argument qui est présenté, au point de m'accuser de choses atroces. Donc ça peut être compliqué, mais après je pense aussi que l'enfant, même inconsciemment, peut être influencé. Je vous racontais lorsqu'on préparait cette émission le cas d'une petite fille que j'avais eu l'occasion d'assister il y a des années et qui en quelques mois s'était rendu compte que ce qu'elle avait dit, c'était ni plus ni moins une façon de protéger sa mère. En l'occurrence, elle avait dit qu'elle ne voulait plus voir du tout son père. Et puis les mois passant, elle s'était aperçue que son père lui manquait beaucoup. Et elle était revenue me voir en me disant « Tu sais, Annabelle, je t'ai menti à toi, puis j'ai menti au juge aussi. » Ah bon, mais
mais pourquoi ? Et elle me dit parce que je voyais maman qui pleurait derrière ses lunettes noires le vendredi soir quand je devais aller chez papa. Donc parfois les enfants peuvent mentir, on le sait. Enfin, les adultes mentent, les enfants peuvent mentir aussi. Je pense que dans la grande majorité des cas, ça ne se produit pas. Mais cette parole-là, elle doit être regardée, elle doit être examinée. N'oublions pas non plus qu'il y a un principe en matière pénale qui est fondamental, c'est la présomption d'innocence. Ah oui. Et comme je vous le disais, comme on est dans un droit de la preuve, il faut pouvoir prouver ce qu'on dit. Et parfois, même si l'enfant peut nous paraître crédible, s'il n'y a pas d'éléments qui viennent corroborer sa parole, on ne peut pas juste sur ses dires condamner quelqu'un. C'est pas possible. Mais au fond, l'enfant est nécessairement pris dans le discours de ses parents, c'est de structure. Au fond, je pensais à un moment, dans l'un de ses séminaires, Lacan dit qu'on ne peut pas faire signer à l'enfant ce qu'il dit. Impossible de faire signer à l'enfant ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, avocate? Ça me fait un peu rire parce qu'en fait, est-ce que nous-mêmes, on peut signer ce qu'on dit? parce qu'on évolue tous. Je peux avoir une opinion aujourd'hui et puis finalement en changer dans quelques temps. Vous dites ça parce que vous êtes une dialecticienne. Ce qui est vrai à midi n'est plus tout à fait vrai à 14h. Ou parce que je suis tantôt avocat de la défense, tantôt avocat des victimes. C'est possible. Tout à fait, oui. C'est possible. Non, ça vous enseigne quelque chose, en tout cas, en effet, d'être des deux côtés comme ça. C'est important pour moi. C'est important pour moi. Je ne pourrais pas m'intéresser que d'un côté et négliger l'autre. J'ai besoin vraiment d'intervenir des deux côtés. Ça me permet de comprendre. Ça me permet d'aider mes clients, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Mais pour en revenir à cette citation de Lacan, je crois que vraiment c'est très difficile de s'arrêter finalement à ce que dit un enfant, parce que nécessairement avec le temps, avec les circonstances, l'entourage, ce qu'il va connaître dans son enfance et dans son adolescence, les choses peuvent évoluer et elles évoluent forcément, enfin de mon point de vue, plus vite chez l'enfant qu'elles n'évoluent chez nous. Donc non. Votre remarque sur est-ce qu'on peut faire signer aux adultes, je la trouve très judicieuse parce que au fond, il n'y a peut-être rien de plus violent que d'aliéner quelqu'un à ce qu'il a dit, de le piéger, de le figer. Alors, ça dit aussi quand même, puisque le thème de cette émission, c'est la question de la parole de l'enfant, le droit et la parole de l'enfant. Vous avez fait allusion dans l'actualité, il y a des gens en effet qui se déchirent sur cette question de l'aliénation du syndrome d'aliénation parentale par tribune interposée. Je lis ça. Je crois que c'est en effet, Angèle le disait, ça souligne que la parole d'un sujet est dépendante. Elle n'est pas autonome. Elle est dépendante du désir, ce que Lacan appelle le désir de l'autre, au fond, et que, évidemment, ça a donné une première notion dans le champ éducatif qui était le conflit de loyauté. Oui, avant on parlait beaucoup de ça, voilà. Oui, effectivement. Qui était, ma foi, qui n'était pas inintéressant pour noter certaines questions, certains paradoxes de la parole de l'enfant. Mais c'est par exemple le cas, les juges aux affaires familiales, si l'enfant demande à être entendu dans le conflit qui oppose ses parents, non pas sur la cause du divorce, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais s'il demande à être entendu dans ce conflit, le juge aux affaires familiales ne peut refuser cette audition, sauf s'il estime que l'enfant n'est pas capable de discernement, et il peut considérer qu'il n'est pas capable de discernement lorsqu'il est pris dans un conflit de loyauté tel qu'il n'est pas en mesure d'affirmer sa parole propre. En fait. Donc cette question du conflit de loyauté est intégrée au droit. Alors, elle ne figure pas dans les textes. D'accord, mais elle est d'usage. Oui, on en discute, bien sûr. Oui, okay. Bien sûr, on en discute. Oui, c'est important. C'est une notion qui est importante parce qu'effectivement, ça peut annihiler la parole chez un enfant. Un enfant peut s'interdire de dire des choses s'il est dans un conflit de loyauté. Et puis, il peut aussi s'attacher plus à défendre la parole de l'un ou la parole de l'autre. Très souvent, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que les enfants avaient tendance à protéger le parent qu'ils estiment le plus fragile des deux.
C'est ce que j'ai eu, c'est le sentiment un peu que j'ai. Je vais vous poser une dernière question. Je vous en prie. Dans la préparation de cette émission, vous avez dit quelque chose qui nous a surpris, Angèle et moi. C'est que lorsque vous rencontrez pour la première fois ou les premières fois un enfant, vous n'abordez pas les faits d'emblée avec lui. Je pense que c'est dans le cas d'un enfant où l'enfant est victime de quelque chose. Oui, c'est vrai. Alors, c'est surtout vrai dans les dossiers criminels, dans les dossiers de viol, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, il a déjà révélé des faits à un parent, à un enseignant, à un médecin, et puis ensuite, il va à nouveau parler de ces faits aux policiers, aux gendarmes, à un psychologue. Donc, le faire répéter à nouveau, je vais avoir accès au dossier, donc je vais lire ces déclarations. Très souvent, mon premier entretien, il a pour vocation à créer finalement un lien de confiance avec l'enfant pour que ensuite sa parole puisse advenir et qu'on puisse échanger éventuellement. Et puis, pour être honnête avec vous aussi, ça dépend de l'âge de l'enfant. Je peux pas m'adresser de la même façon à un enfant qui a 4, 5, 6 ans qu'à un enfant qui a 15 ou 16 ans. C'est pas le même abord. La manière dont vous en parliez, j'ai l'impression que vous avez une attention aussi à, disons, vous savez un peu ce que parler veut dire. Un petit peu, c'est mon métier. Il y a une sorte de prudence, d'attention, et surtout, j'ai été frappé de ça, vous donnez beaucoup, enfin, vous êtes attentive au temps, à laisser le temps. C'est indispensable, parce que non, c'est vrai. Alors il y a des procédures évidemment où on va très vite parce que les comparutions immédiates nécessitent qu'on prenne position rapidement, par exemple pour un enfant qui a été victime et dont l'agresseur vient d'être interpellé et qui va être jugé dans les 48 heures ou un petit peu plus. Donc là effectivement il faut prendre position rapidement, mais lorsque j'ai du temps, et c'est le cas dans les dossiers criminels, eh bien je le prends ce temps parce qu'il est important. Alors puisque nous parlons du temps, en effet, concernant toutes ces questions qui concernent la transidentité, on a plutôt le sentiment qu'actuellement, il y a une tendance à vouloir fixer l'enfant à ce qu'il dit. Voilà, le discours de l'autre, de l'autre médical, parental, peut attraper la parole de l'enfant et le fixer à ce qu'il dit. Vous voudriez nous dire un mot là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, dans votre profession ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas été confrontée dans mes dossiers à un enfant transgenre, comme on les appelle aujourd'hui, ni à des parents qui seraient venus m'interroger sur ces questions particulièrement. En revanche, j'ai évidemment un sentiment en tant que citoyenne, et en l'occurrence... moi, ça m'interroge, ça m'interpelle beaucoup, parce que justement, je vois ce qu'est un enfant, et c'est pas un adulte en miniature, un enfant. C'est un être en devenir. Il faut lui laisser le temps d'apprendre à être, de savoir ce qu'il veut être. Et je ne peux pas concevoir qu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, peut-être même 8 ans, on puisse prendre des décisions aussi radicales que de, par exemple, prescrire un traitement qui viendrait retarder l'arrivée de la puberté. Je pense que le temps de l'enfance et le temps de l'adolescence, il est important. Il est important pour se construire, j'allais dire peut-être même pour s'apprendre, pour apprendre à être et savoir ce qu'on a envie de devenir. Et je pense que notre rôle d'adulte, c'est de les accompagner sur ce chemin de la vie pour leur permettre d'arriver, après avoir connu quelques expériences et acquis de la maturité, pouvoir faire leur propre choix. Et je vais refaire un petit peu de droit, mais si j'évoque la Convention internationale des droits de l'enfant, et en particulier l'article 3 de cette convention, elle impose aux États de veiller à ce que l'enfant doit être entendu dans toutes les procédures qui le concernent, et que nous, que ce soit les institutions, les juridictions, les autorités, etc., mais je pense plus largement les adultes, eh bien on doit prendre en considération son intérêt supérieur. L'intérêt supérieur de l'enfant, ça a du sens, et on doit se poser la question de quel est l'intérêt de cet enfant. Par exemple, quand j'accompagne un enfant devant le juge aux affaires familiales, je leur explique, je leur ai dit, voilà, tu vas être entendu, tu as le droit de dire ce que tu penses de la situation, mais c'est pas parce que tu vas dire blanc que le juge va dire blanc, ou que tu vas dire noir et que le juge va dire noir. Le juge
va prendre en considération les éléments que maman et son avocat vont apporter, que papa et son avocat vont apporter. Parfois, le recueil de renseignements par des enquêteurs sociaux ou des experts psychologues ou psychiatres, et ta parole est un élément parmi tous les autres. Et parfois, l'enfant dit « je veux ça », mais le juge aux affaires familiales va dire « mais non, par exemple, tu ne veux pas voir ton père, mais aujourd'hui, rien n'interdit à ton père de te voir, et c'est important que moi, en tant qu'adulte, et tiers dans la situation de conflit que tu connais, dans lequel tu es pris, je puisse te dire, ce n'est pas ton intérêt. C'est pas parce que toi, tu veux ça. Bon. Ça advient. Merci beaucoup, Annabelle Marie. Merci. Je vous en prie. On va passer maintenant à la dernière séquence, Actualité de la psychanalyse, avec Gert Honert. Bonjour Gert Honert, vous êtes psychanalyste à Gand et depuis quelques années vous vous intéressez et vous avez la volonté de faire savoir une loi belge qui permet l'accès à l'euthanasie pour souffrance psychique. Vous avez publié en 2015 dans Lacan quotidien un article remarqué et très précis. Il est aussi cet article très saisissant sur cette loi. De quoi s'agit-il ? Alors, oui, existe en Belgique, et ceci depuis 2002, une loi qui permet une mise à mort par injection létale et sur demande, si vous souffrez mentalement d'une façon que vous jugez insupportable. Alors, pour avoir accès à cette bonne mort, euthanasie, qui fait partie autant des droits de patient que de l'arsenal thérapeutique de la psychiatrie belge, 4 critères doivent être remplis. D'abord, vous devriez être capable. Vous devrez aussi soumettre votre demande par écrit. Avoir des souffrances psychiques que vous jugez d'insupportables, et cette souffrance doit être le résultat d'une affection incurable. Alors, l'accès à l'euthanasie pour souffrance psychique, ça dépend de la qualité du requérant à convaincre 3 médecins du caractère insupportable de la souffrance. Donc l'applicabilité de cette loi est une affaire d'écoute. Plutôt que d'avoir à identifier une condition terminale et médicalement objectivable, comme cela se fait pour l'euthanasie pour souffrance physique, le médecin doit ici évaluer un discours. Et c'est son propre jugement subjectif qui va séparer la bonne mort d'un homicide. Et au fond, je m'aperçois en vous entendant qu'avant d'être une euthanasie, c'est d'abord un phénomène de parole, c'est-à-dire une demande dont la loi ne fait aucun cas. Oui, en effet. Donc, cette loi suppose en effet que le psychiatre sait encore ce que parler veut dire, et même, on pourrait dire plus que jamais, ce que l'écoute doit à l'art. Il faut tout de suite quand même remarquer que ce n'est plus du tout le cas. En fait, c'est une loi qui a été promue par des militants de l'humanisme libéral, qui est un mouvement assez fort en Flandre et dont les signifiants maîtres sont liberté et autonomie. Ça, c'est au fond le ciel des idées. Le champ d'application de cette loi est évidemment beaucoup plus terre-à-terre, par la référence même à la souffrance psychique. Cette loi concerne surtout la psychiatrie, qui est au fond un domaine dans la médecine qui s'est émancipé, qui s'est autonomisé un tout petit peu à partir du constat des limites très réelles à l'autonomie et à la liberté. Et donc, c'est au fond dans une sorte de rencontre insensée
entre un discours très imaginaire sur la liberté, quasiment délirante même, parce que c'est une liberté illimitée, absolument illimitée, et au fond, le réel de la liberté dont les psychoses témoignent, c'est dans cette rencontre-là que la psychiatrie se fourvoie. C'est en ayant ouvert les portes, au fond, à cette loi qu'elle est devenue une sorte de gestion de la souffrance qui inclut la mise à mort. Et donc, c'est assez inquiétant parce qu'au fond, sa vocation première était de protéger ceux dont le libre arbitre était plus ou moins suspendu. Et c'est aussi illustratif de la faillite, au fond, de la psychiatrie, parce que les prémices sur lesquelles cette loi sont basées sont refutables à partir de la moindre expérience psychiatrique. Cette prémisse, par exemple, la prémisse centrale, c'est quand même que parler, c'est transmettre des signaux. C'est absolument univoque, ça ne doit pas être interprété. C'est des signaux qui viennent d'une personne qui sait ce qu'il veut et qui dit ce qu'il veut. Deuxième prémisse, c'est qu'au fond, une thérapie, c'est solutionner un problème. Si on prend ces deux prémices-là, il y a au fond plus aucune différence, entre une personne qui, à table, demande qu'on lui passe le sel, ou un patient qui, dans une consultation, demande de mourir. Il y a là un sujet, on appelle ça en Flandre une pilote, il est un pilote de son propre trajet, qui dit sans équivoque ce qu'il veut, et au fond, le psychiatre raisonne aujourd'hui du côté de qui serais-je pour refuser à cet individu cette chose-là dont il dit très clairement que c'est ce qui lui manque, que ce soit le sel ou la mort. Et donc, en effet... Et que cette loi ait été possible éclaire donc à la fois comment aujourd'hui la folie est reçue dans nos sociétés, mais aussi un certain état de la psychiatrie européenne. Oui, absolument, parce qu'au fond, il est quand même très surprenant de constater qu'un psychiatre dont sa pratique quotidienne, le confronte quand même avec les limites de l'autonomie, peut consentir à ces discours-là. Il faut constater qu'il le fait et qu'il n'a jamais vraiment, en Flandre, interrogé ce qui est supposé par cette loi. Par exemple, la notion d'une affection incurable, jamais on a entendu des psychiatres dire que c'est au fond pas du tout une affection, mais une position subjective, dont d'ailleurs le tableau ou l'expression varie selon l'écoute qu'on lui offre. La notion aussi de fin de parcours, d'absence de perspective, d'être enfermé dans sa douleur, etc., n'est pas non plus un prognostic, c'est au fond l'essence même, le nœud même d'une souffrance. Toutes ces choses-là n'ont pas surgi dans le discours des psychiatres en Flandre. L'Association flamande des psychiatres a bien affirmé que l'incurabilité absolue n'existe pas en psychiatrie, mais ils ont quand même ouvert leurs portes à ces pratiques. Et donc tout ça, au fond, au nom d'une sorte d'empathie, mais qui est une empathie un peu obscène, parce que c'est une empathie qui est fondée sur un refus de la logique du transfert et de la logique de la psychose. Je pourrais d'ailleurs peut-être préciser que cette loi est presque contemporaine de l'introduction des thérapies evidence-based dans la psychiatrie, et on voit qu'au fond, l'euthanasie va s'occuper de ce que cette thérapie n'arrive pas à résorber, au fond. Le reste inévitable, parce qu'évidemment, ces thérapies fondées sur le modèle problème-solution, ce modèle marche peut-être dans les usines Toyota, mais pas entre êtres parlants. Et donc, le psychiatre, quand il remarque que le sujet ne répond pas à cette thérapie, va, à l'occasion, proposer cette thérapie finale, disons. Mais lors d'une journée récente, Jacques-Alain Miller a produit une sorte de nouveau cogito. Je suis ce que je dis. Et ce dont vous parlez, là, ne découle-t-il pas de ce nouveau cogito où visiblement l'inconscient, l'interprétation, ce que parler veut dire dont vous parliez tout à l'heure est rejeté. On ne veut rien en savoir.
Absolument, oui. Absolument. Ce cogito est très actif derrière cette pratique. Il est aussi, il faut bien je me suis dit qu'au fond, il n'est pas encore appliqué d'une façon cohérente. Parce qu'au fond, on ne donne pas encore à un mégalomaniaque un trône ou un royaume, à ce que je sache. Par contre, un schizophrène qui demande à mourir, on trouve que il faut suivre la demande du sujet. C'est vraiment une clinique de la demande. En fait, au fond, la notion même de souffrance psychique insupportable est une notion que la psychiatrie connaît très bien. Elle a toujours reconnu cette dimension, au fond, d'une douleur qui peut accompagner les moments de crise de la psychose et qui est telle qu'au fond, le sujet peut être poussé à agir dans l'espoir, au fond, de résolution de cette douleur. Et la psychiatrie elle-même, qui a reconnu ce phénomène, s'est fondée sur ce constat, pour protéger temporairement le sujet contre cette tendance de s'amputer de sa souffrance, ou de frapper un autre. Et vous avez parlé de refus, en effet, ce qui est par exemple méconnu, et c'est un scandale, je trouve, c'est que quand même cette euthanasie est une offre avant d'avoir été une demande des patients. Et donc... à tel point qu'on peut dire que la demande est de l'autre. Elle est absolument de l'autre, et elle est lourde d'un obscur vouloir. En effet. Donc ceux mêmes qui, au fond, ont construit cette loi avec leur notion de libre arbitre, méconnaissent absolument qu'il y a déjà quelque chose d'extrêmement suggestif dans cette offre, qui est parfois entendue, par des gens pour qui, en effet, il n'y a plus grand-chose qui vaut, et avant tout eux-mêmes. Et donc, derrière cette innocence un peu bureaucratique comme ça des droits de patients, il y a une petite saloperie, il y a une suggestion obscure, et il faut noter qu'au fond, elle va se greffer sur le moment du crise du patient, c'est-à-dire sur le moment où, au fond, il est lâché par l'appareil de son symptôme, la souffrance éclate, il est à ce moment-là des plus précaires, et l'offre d'euthanasie va se greffer sur ce moment de désarroi. Ce qui est aussi, au fond... il y a quelque chose dans ce discours-là qui est extrêmement séduisant pour certains patients, parce qu'au fond, il y a une espèce de conformité, on pourrait presque dire une sorte de complaisance discursive entre ce que dit le discours d'euthanasie et qui est du côté « il est beau », de se faire tuer et de s'amputer réellement de votre souffrance, ça résonne avec la logique de la psychose. Bien. Merci beaucoup, Geert Hoenaert, de cette transmission sur cette loi très préoccupante. En effet, nous allons clôturer là notre émission. Voilà, donc la prochaine émission sera diffusée le 9 avril. Elle vous sera présentée par Patricia Bosquin-Carroz et Philippe Elbois. Le Divan dans le Monde s'intéressera au climat avec l'invité Ami Dahan. Carolina Koretsky pour l'Écho de la Culture parlera du dernier film d'Almodovar et Estella Solano traitera quant à elle du sujet de l'interprétation pour l'actualité de la psychanalyse. Au revoir. Au revoir.